Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour une table ronde consacrée à l'Europe de la défense. Mais avant de commencer, je vous propose une courte vidéo du ministre Clément Beaune. Bonjour à tous. Madame la députée, chère Marie-Sylla en particulier, je suis très heureux de m'adresser à vous par écran interposé pour parler de ce sujet stratégique et fondamental qui est l'Europe de la défense. C'est certainement le domaine au cours des 4 dernières années dans lequel nous avons fait le plus de progrès. Insuffisant, diront certains, et je partage cette impatience, mais regardons le chemin parcouru. C'était un sujet tabou pendant plus de 5 décennies dans nos débats européens. Et depuis 4 ans, l'Europe de la défense devient pas à pas une réalité concrète. Le président de la République en avait fait une priorité dans son discours de la Sorbonne. Il avait évoqué 3 éléments, 3 piliers essentiels pour faire progresser cette Europe de la défense. Un budget commun, une force commune, des projets communs. Sur le budget, nous avons bien avancé. Il y a pour la première fois un fonds européen de défense dans le budget 2021-2027 pour environ 8 milliards d'euros. C'est un début, nous irons plus loin, mais c'est la première fois que l'Union européenne va financer des projets de défense, des projets capacitaires et des projets de recherche et développement. C'est absolument essentiel, c'est un vrai changement de nature. Une force commune. Nous ne sommes pas à l'armée européenne, mais nous avons des opérations intégrées de plus en plus fortes, de plus en plus difficiles, nous, Européens. La France a souvent trouvé, à juste titre, qu'elle était un peu seule, un peu en avance, dans les opérations extérieures les plus ardues, notamment au Sahel, alors même que c'est la sécurité de toute l'Europe qui est en jeu. Nous progressons, nous avons des partenaires à nos côtés, de plus en plus. Dans la force Takuba, qui réunit des forces spéciales actives au Sahel, nous sommes aujourd'hui 10 pays européens engagés. La Roumanie nous a rejoints il y a encore quelques jours. Nous avançons ensemble. Et puis, il est très important aussi d'avoir des projets communs. Il y a ce qu'on appelle la coopération structurée permanente, qui sur des objets très concrets permet d'avancer ensemble entre des groupes volontaires de pays européens et parfois d'associer des pays tiers. Mais nous avons surtout en franco-allemand mené là aussi un vrai changement de paradigme. Nous avons lancé ensemble des projets militaires stratégiques pour les décennies qui viennent. Cela est difficile, nous avançons parfois de manière compliquée, il y a des obstacles à surmonter, c'est normal car c'est un sujet régalien, nouveau pour l'Europe, très sensible pour nos partenaires. Mais nous progressons. Nous avons par exemple lancé le projet d'avions de combat du futur avec l'Allemagne et l'Espagne et des progrès irréversibles pour le financement et l'engagement de ce projet ont été effectués encore ces dernières semaines par les votes du Parlement allemand. Nous avons aussi le char du futur qui nous associe là encore à l'Allemagne et peut-être demain à quelques autres pays européens qui se sont montrés intéressés. Nous n'aurons pas d'Europe de la défense sans cette industrie commune, sans cette projection de long terme, sans ces financements communs et sans ces opérations extérieures menées côte à côte. Nous pouvons encore renforcer cela de manière très concrète, je pense à la cybersécurité en particulier. Chère Marie-Sylla, vous le savez, c'est un engagement majeur de la France. Nous l'accélérerons, nous l'amplifierons encore pendant la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Mais je veux saluer votre engagement, votre débat du jour sur ces sujets éminemment essentiels pour l'avenir et l'autonomie et la souveraineté de l'Europe. Et je sais combien toutes et tous vous y êtes pleinement engagés chaque jour dans vos différents domaines. Alors merci beaucoup de faire vivre ce sujet, de montrer qu'il avance, car c'est le cas, et de le faire avancer encore dans les prochains mois. Bon débat à tous. Monsieur le ministre. En tant que député de Paris, Monsieur le ministre. c'est un réel plaisir d'organiser ces échanges. C'est un dans l'une des prestigieuses écoles de commerce de ma circonscription, l'École supérieure du commerce extérieur. Je remercie chaleureusement M. Christophe Boisseau, directeur général, et M. Arnaud Cuisinier, directeur de la communication, de nous accueillir dans ce bel auditorium situé au cœur du 15e arrondissement de Paris. Je tiens également à saluer les nombreux étudiants qui sont connectés avec nous ce soir. Bienvenue à tous. Je remercie également Confrontation Europe, son président, M. Michel Lerdevet, et son équipe avec qui j'ai eu le plaisir d'organiser cet événement.
Enfin, permettez-moi de saluer la présence et le soutien de Madame Natalia Pouzirev, députée des Yvelines, membre de la commission défense à l'Assemblée nationale, qui modérera les débats. Merci, chère Natalia, pour ta présence parmi nous ce soir. Comme vient de le souligner très justement le secrétaire d'État aux Affaires européennes, M. Clément Beaune, dans un discours inspirant, l'intégration européenne en matière de défense, longtemps perçue comme tabou, devient une réalité tangible depuis quelques années. L'Europe de la défense avance, grâce à une volonté politique et industrielle commune et grâce à un budget dédié. Souvent écartée du débat public, la question de l'Europe de la défense suscite pourtant une véritable attente chez les Français. Dans un sondage de l'IFOP paru en juin 2021, 70% des Français interrogés souhaitent une coopération européenne renforcée dans le domaine des industries de défense. Une grande majorité affirme également vouloir remettre au cœur du débat public les questions de défense. Comme vous le savez, le 1er janvier prochain, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce moment singulier permettra à notre pays d'inscrire à l'agenda européen les sujets qui lui semblent prioritaires, amplifiant ainsi cette dynamique de construction d'une Europe de la défense. Le gouvernement et la majorité parlementaire sont pleinement engagés en faveur du secteur de la défense. La loi de programmation militaire pour 2019-2025 prévoit un budget exceptionnel de 295 milliards d'euros étalé sur 7 ans, faisant passer le budget annuel de défense de 35,9 milliards d'euros en 2019 à 50 milliards d'euros en 2025. Après des années de baisse, cette loi porte donc un message fort et une double ambition. D'un côté, celle de réparer une inadéquation entre la baisse continue des moyens financiers dans un contexte d'engagement croissant de nos forces sur les théâtres d'opération. De l'autre, préparer et renforcer la souveraineté de la France et de l'Europe pour faire face aux défis de demain. Face à ces nombreux enjeux, nous pouvons nous demander comment l'Europe géopolitique passera par l'Europe de la défense et comment la présidence de l'Union européenne arrivera à rassembler les Européens autour des positions communes. Plus que jamais, l'Union européenne doit se donner les moyens de rééquilibrer la construction de son autonomie stratégique et technologique vis-à-vis des États-Unis et de l'OTAN pour devenir une véritable puissance militaire. Mais finalement, saura-t-elle s'en donner les moyens? Pour y répondre, j'ai le grand plaisir d'accueillir nos intervenants qui débattront autour de 3 axes. Le premier axe sera consacré à la construction d'une Europe de la défense. Le second s'articulera autour de la question de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Enfin, le troisième axe abordera la question des relations entre l'Union européenne et l'OTAN. Les temps d'échange pour chacun de ces axes sera d'environ une quinzaine de minutes, avant que nous ne cédions la parole au public pour adresser vos questions à nos invités. Pour les personnes qui sont connectées en visioconférence, nous vous invitons, le moment venu, à poser vos questions directement dans le chat. Pour les personnes qui sont présentes dans l'auditorium, il vous suffira de lever la main. Je cède désormais la parole à Monsieur Christophe Boisseau, directeur général de l'ESC. Madame la députée, merci beaucoup pour cette introduction qui nous plonge d'emblée dans le sujet et dans la table ronde passionnante de ce soir. En tant que puissance invitante ce soir, en tous les cas hôte, puisque c'est plutôt vous qui avez organisé l'ensemble et l'idée de ce débat. En tant que puissance hôte, je vous reçois vraiment comme on reçoit des membres éminents de sa famille, hein, parce que le SCE est centré sur les compétences internationales, sur le développement des compétences internationales de ses étudiants, et centre naturellement une bonne partie de ses programmes sur l'Europe, à travers de programmes type. Nous avons des tracks européens, naturellement, dans plusieurs langues. Nous avons un track franco-allemand en particulier qui est très important, avec une université UFA, l'université HWR de Berlin. Et puis nous avons un doctorat et un PhD que nous avons ouvert là tout récemment avec l'université de Valencia, qui est spécialiste des questions d'international business et d'export. Donc ces questions européennes sont pour nous naturellement au centre de nos préoccupations, et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et que cette
émission puisse être diffusée ensuite à nos étudiants, comme nous le faisons régulièrement ensemble. Nous avons eu l'occasion de vous accueillir tout récemment en présence de Monsieur le ministre Franck Riester. Régulièrement, nous accueillons dans cette école de nombreux débats sur la question européenne. Donc, merci à tous les invités. Merci des débats que nous allons avoir. Et je passe la parole à Michel Derdevet pour la suite de la présentation. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir intervenir quelques mots, parce que l'essentiel, c'est le panel de choix qui livrera son expérience sur ce sujet. C'est un sujet central, l'Europe de la défense. Ce n'est pas un sujet qui est très pratiqué dans les cercles, dans les débats, malheureusement, et pourtant, vous savez tous et tous comme moi, dès 1952, un traité européen est signé. 6 pays, qui malheureusement n'est pas ratifié 2 ans plus tard par l'Assemblée nationale française. Et l'impulsion des pères fondateurs, elle n'était pas que sur le charbon et l'acier, elle était aussi sur les sujets de défense. Et remettons-nous 7 ans après la fin du second conflit mondial, c'était un pas extrêmement ambitieux. Depuis ce sujet de la défense, il a un petit peu vaticiné. Il a fait l'objet d'avancées en 93 avec le traité de Maastricht qui met en place la perspective d'une politique européenne de sécurité et de défense. Il a fait des pas au-delà avec un Conseil européen en décembre 2013 qui fait de la défense, l'Europe de la défense, une priorité politique et stratégique de l'UE. Et puis Clément Beaune le rappelait, Marie Sina tout à l'heure, avec la volonté récente notamment sous impulsion française, d'avoir des moyens, un budget, 8 milliards d'euros pour soutenir la recherche militaire, au-delà de ce que font les États membres, et pour faciliter, le ministre l'a rappelé, les coopérations industrielles. En cela, il y a un lien évident entre construire de la défense et faire que les industries de défense ne raisonnent pas sous l'angle de la souveraineté versus souveraineté nationale. On voit bien que la taille critique par rapport aux grandes puissances mondiales, c'est le sujet dont on va parler ce soir, c'est d'avoir une taille européenne, là comme ailleurs. On le retrouve dans d'autres sujets. Marie-Céline, comme moi, connaît le sujet de l'énergie, on a les mêmes problématiques. Mais sur ce sujet de la défense, il faut sublimer l'esprit parfois trop souverain quand il est pratiqué à langue nationale. Et je cite souvent cette formule de Freud. Vous allez me dire, Freud et l'Europe de la défense, c'est un sujet à me donner. Non, mais Freud disait, attention en Europe au narcissisme des petites différences. Et pour les plus européens d'entre nous, n'oublions jamais cette formule. On est souvent en Europe dans des cultures très nationales, nationalistes, et on préfère gagner des parties contre son voisin que construire avec son voisin des perspectives communes. Je crois que ce sera un des thèmes que vous aurez à débattre tout à l'heure. Donc, simplement, encore une fois, pour remercier Marie-Céline pour son implication, pour préciser, et bien entendu, aussi féliciter et remercier Natalia Pouzirev de modérer, mais je pense que tous les intervenants seront très sages dans la modération. Ce sera peut-être un exercice qui sera pas trop complexe. Et simplement vous dire en 2 mots que pour un think tank comme Confrontation, c'est extrêmement important d'investiguer ce sujet. Et pourquoi? Parce que le ministre le rappelait, l'Europe puissance sans la défense, pas très bien ce que ça peut représenter. L'autonomie stratégique, si on a des industries de défense qui fonctionnent de manière désordonnée, ensemble, là aussi, on va être sur un écart entre le discours et la réalité. Donc, on est au cœur des sujets de la présidence française. Et j'espère que tout ce qui va pouvoir être dit dans la table ronde qui va suivre va permettre d'éclairer, de vous faire, je parle notamment aux étudiants, une opinion sur ce beau sujet. Merci à toutes et à tous. Et Nathalie, je vous laisse la parole. Bienvenue à cette table ronde. Je vais recommencer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde. À l'initiative de ma collègue députée Marie-Céline, que je remercie pour sa confiance, pour animer ce débat. Et également, je vous tiens à remercier l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, ainsi que l'équipe de Confrontation Europe qui co-organise ces échanges. Alors, la question est ardue en elle-même. L'Europe géopolitique passera-t-elle par l'Europe de la défense? S'entendre encore sur ce que l'on entend par Europe géopolitique. On peut s'accorder sur le fait que c'est la place de l'Europe
Pardon pour le petit souci technique. Je disais, la question de l'Europe géopolitique passera-t-elle par la défense? C'est effectivement une question assez ardue. Il faut d'abord s'entendre sur ce que l'on appelle l'Europe géopolitique. Il s'agit certainement de la place de l'Europe dans la compétition mondiale et à travers les relations qu'elle entretient, bien sûr, l'Europe avec les autres pays. Or, l'Europe est déjà une puissance. C'est une puissance économique. Et elle est souveraine dans la négociation de ces traités commerciaux. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à acquérir à cette Europe en termes de souveraineté, si ce n'est son indépendance sur le plan des technologies, sur le plan industriel et son autonomie stratégique, le mot a déjà été prononcé, c'est-à-dire les capacités à décider et les capacités à agir de façon autonome. Ces questions sont d'autant plus prégnantes aujourd'hui alors que l'on fait face à une dégradation du contexte de sécurité. Et nos invités auront bien évidemment l'occasion d'y revenir. Mais je me permets déjà d'attirer l'attention de notre auditoire sur le fait que l'étape de confrontation est déjà franchie. En témoigne le récent incident de la Royal Navy britannique et de la marine russe en mer de Crimée. Il s'agit aussi, bien entendu, de se préparer à tout type de scénario, que ce soit la guerre hybride, les attaques cyber, conflictualité dans l'espace, scénarios de haute intensité. Pour faire face à ces enjeux, quelles orientations stratégiques devraient être prises par l'Union européenne? Sommes-nous à même de développer une culture stratégique commune? En avons-nous la volonté politique? Comment les États européens s'emparent-ils de la question de la dissuasion nucléaire? Comment l'Union européenne et l'OTAN se positionnent-elles l'une par rapport à l'autre? Pour aborder toutes ces questions passionnantes, nous avons le plaisir d'accueillir des intervenants de divers horizons. Et je citerai dans l'ordre alphabétique Madame Nathalie Erard, vice-présidente d'Airbus en charge des affaires européennes et des relations avec l'OTAN et qui est en connexion Internet avec nous. Michel Galère, à ma droite, député européen et membre de la Commission des Affaires étrangères. Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS. Et le général Dominique Trinquant, qui est l'ancien chef de mission militaire auprès de l'ONU. Cette table ronde, comme cela a été dit, s'articulera autour de 3 thèmes. Le premier thème, celui de la construction d'une Europe de la défense. En second lieu, nous aborderons les questions d'autonomie stratégique. Enfin, nous aborderons le thème de la relation entre l'Union européenne, l'OTAN et la place de l'Europe dans le monde. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Sylvie Matelli, qui va nous faire part des progrès récents de la politique de sécurité et de défense commune et des nouveaux instruments que d'ailleurs le ministre Clément Beaune a déjà évoqués dans son discours introductif. C'est à vous, Sylvie, je vous en prie. Merci beaucoup. Je crois que mon micro fonctionne, on est d'accord. Merci beaucoup, alors mesdames les députés, merci monsieur le président, monsieur le directeur pour cette invitation et Confrontation Europe pour l'organisation de cet événement sur un sujet aussi essentiel que la question de l'Europe de la défense. Alors quand on parle d'Europe de la défense, de quoi parle-t-on? Et comme ça a déjà été rappelé, c'est effectivement une histoire qui est très ancienne, qui commence avec l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale en 1948. Rassurez-vous, hein, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier, mais je ne vais pas vous refaire 80 ans, oui, on en est presque là, d'histoire de la construction européenne et de l'Europe de la défense. C'est aussi, je crois que même la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, est relevée de la volonté de pacifier l'Europe. Et quand vous pacifiez, vous défendez. Et quand vous défendez, vous avez forcément une Europe de la défense. Donc l'intégration européenne, de fait, elle est consubstantielle avec cette idée de défense et cette idée de défense européenne. Sauf que dans un premier temps, et face aux défis que constituait l'Europe de la défense, il a été plus simple finalement de confier cette défense de l'Europe à d'autres et à l'OTAN bien évidemment et surtout derrière l'OTAN les États-Unis.
Et donc, c'est assez logiquement, en fait, que cette idée d'Europe de la défense est revenue sur le devant de la scène au moment de la fin de la guerre froide, puisque se posait la question de à quoi sert l'OTAN. L'OTAN, c'était la défense européenne, mais c'était d'abord la défense européenne face à un adversaire de taille qui était l'Union soviétique. Une fois l'Union soviétique disparue, la question s'est vraiment posée. Et je crois qu'à ce stade, deux remarques sont très importantes parce qu'elles sont encore très présente et véritablement déterminante de ce qui est en train de se mettre en place. Mais deux remarques, quelles sont-elles? La première, c'est que quoi qu'on en dise, quelles que soient les déclarations, les initiatives, les Berlin Plus ou ou autres démarches qui ont été engagées, cette Europe de la défense au sein des institutions européennes, au sein de l'Union européenne, elle s'est toujours construite en confrontation avec l'OTAN, ou en tout cas dans une idée de concurrence à l'OTAN. Alors même que, comme a pu le signaler Blinken récemment, qui est quand même qu'on ne peut pas soupçonner d'être un pro-européen et un anti-atlantiste, alors même qu'une Europe des alliés forts sont aussi une alliance forte. Et donc les deux ne devraient aller de concert, mais il y a toujours eu à un moment donné des points de blocage dans cette idée de concurrence entre l'OTAN et une intégration européenne. Et ce qui est très intéressant dans par rapport à cette réflexion, c'est qu'au fond, le gardien du temple en la matière était probablement le Royaume-Uni, qui était qui a aimé en plus cette position entre l'Europe et les États-Unis, finalement, presque déjà dans l'Atlantique. Et au fond, le départ du Royaume-Uni, le Brexit, ça a constitué la possibilité pour l'Europe et pour les Européens d'affirmer une démarche européenne autonome. On a parlé d'autonomie stratégique. Je crois que le terme n'est pas venu là par hasard, même s'il est parfois mal compris ou mal accepté dans un certain nombre de pays européens. Je pense qu'à un moment donné, ce départ britannique a finalement donné la possibilité aux Européens d'avancer dans des démarches qu'ils avaient engagées depuis déjà des années. Ma deuxième remarque, c'est finalement, on s'aperçoit quand on regarde les différentes initiatives européennes qu'il y a, il y a deux mouvements qui se construisent en parallèle. Un mouvement qui est porté par les États et un mouvement qui est porté par les institutions européennes, avec des États qui défendent bien évidemment leurs intérêts au cas par cas. Et donc, quand la démarche est portée par les États, on se rend compte qu'elle est finalement, elle peut aller très vite, mais elle est finalement très fragile parce qu'il suffit d'un changement de majorité, d'un changement de leadership ou de gouvernement à un moment donné dans un des pays qui compte dans l'initiative posée pour qu'il y ait au mieux un assoupissement de l'initiative, au pire un abandon pur et simple de cette initiative. Et au fond, la démarche est peut-être plus lente parce que les institutions européennes, mais aussi plus solide quand elle vient du cœur de l'Europe et des institutions européennes. Et au fond, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec une Europe où je parlerai, parce que pour moi, l'Union européenne, c'est les États et les institutions européennes. Donc, je parlerai des institutions européennes pour que les choses soient claires. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, les institutions européennes portent véritablement, l'ont affiché comme une priorité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais portent véritablement cette démarche et donc ont un cap, sans trop savoir comment elles vont arriver à ce cap, comment elles vont parvenir et combien de temps ça va durer. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un cap et il y a quand même un logiciel qui a changé depuis quelques années. Alors on dit souvent 2016, je trouve que c'est très injuste vis-à-vis de la commission Juncker parce que c'est plutôt M. Juncker et sa commission qui ont quand même porté ce changement de logiciel dès 2013. Et effectivement, on a vu la Commission européenne en particulier prendre en charge tout ça. Et donc, tout ça fait suite et ces nouvelles initiatives finalement reprennent au début à la fin de la guerre froide, au début des années 90, avec au départ certes la volonté dans le traité de Maastricht de construire une politique étrangère de sécurité commune, d'y inclure la défense comme un axe fort, mais malgré tout, dans les années 90, ce que l'on voit essentiellement se mettre en place, c'est plutôt une Europe de l'armement en fait et des coopérations sur des grands programmes d'armement et pas tellement par
alors les mots vont être peut-être un peu durs, pas tellement par conviction qu'il faut avancer vers une défense européenne, mais plus parce qu'on est en période de dividende de la paix, que les budgets de la défense se réduisent drastiquement et qu'à un moment donné ou à un autre, il faut dans un monde qui a changé, qui n'est plus le monde de la guerre froide, qui n'est plus un monde de la course aux armements. Moi, je me souviens d'un chef d'état-major dans les années 90 qui, un jour, en introduction d'une conférence, disait bah, il fut un temps, on a cumulé des armements, ils n'avaient pas besoin de fonctionner. Aujourd'hui, on va sur des opérations, donc il faut que ça marche et il faut que ce soit efficace. Et effectivement, il fallait changer, c'est ce qu'on a appelé la révolution des affaires militaires. Il fallait vraiment modifier tout ça. Et donc, comme on n'avait pas trop de moyens, ben, la coopération était un bon moyen. Sauf que ce qu'on avait oublié, c'est qu'une coopération entre des États qui ont des visions de ce que doit être, de ce que sont les menaces, de ce que doit être la défense, de ce que doivent être leurs capacités différentes, ben, quand ils se mettent autour de la table pour penser un équipement commun et un programme commun, ben, ils ont des envies différentes, des besoins différents, et forcément, ben, à la fin, il en sort un programme qui est très coûteux, qui prend beaucoup de temps. Et au fond, c'est à ce moment-là que naît qu'il y a une prise de conscience qu'il faut avancer ensemble au-delà de cette Europe de l'armement sur une Europe de la défense. Donc, on voit cette idée qui émerge, mais encore une fois, les Britanniques bloquent. Et c'est au fond en 1998, au moment du sommet de Saint-Malo, que les Britanniques, soutenus par les Américains, par une administration démocrate déjà à l'époque de Bill Clinton, acceptent de s'engager vers une Europe de la défense. Et puis, je vous passe les 10 années qui vont suivre, où il va y avoir énormément d'initiatives, énormément d'avancées en la matière. Je vous ai dit les 10 années, pas forcément. Je crois que la guerre en Irak va profondément diviser les Européens et mettre un frein à toutes les initiatives. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de 2013 qu'on voit la Commission européenne reprendre le dossier avec le paquet défense et ses 2 directives, avec un certain nombre, après 2016, un certain nombre de projets et de propositions, de nouveaux instruments. Et on en vient finalement à aujourd'hui, avec tous ces instruments qui sont en train de se mettre en place, qu'il s'agisse on a parlé de la coopération structurée permanente, je ne vais pas vous faire la liste, le Fonds européen de la défense. Ces instruments se mettent en place, mais au fond, on se rend compte peut-être d'une chose, et je terminerai par cet exemple-là. On se rend compte d'une chose, que au-delà de ces instruments, on reste quand même toujours un peu captif de nos différences, et en particulier de nos différences quant à ce que doit être notre défense, quelles sont les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et vient l'idée très récente, au fond, 2020, de réfléchir ensemble sur ces idées-là. C'est la boussole stratégique. Eh bien, écoutez, justement, j'allais vous relancer sur cet exercice de boussole stratégique, et je vous remercie d'avoir déjà retracé l'épopée de l'Europe de la défense telle que on l'a connue ces dernières décennies. Et puis, j'aimerais bien avoir l'avis de nos autres invités sur justement ces initiatives communes, le FEDEF, qui est quand même la première fois qu'un budget commun se met en place en matière de défense, et également sur cette question de la boussole stratégique. Que croyez-vous qu'il puisse en sortir? Parviendrons-nous à exprimer une vision commune générale? Je vous en prie. Oui, alors simplement, nous sommes héritiers de nos histoires. Et enfin, on arrête de regarder dans le rétroviseur et on regarde devant. Et je crois que c'est ça le mouvement important. Et c'est dû à cause de plusieurs phénomènes. Il ne faut pas l'oublier, nous avons été beaucoup aidés par M. Trump. M. Trump, dont vous connaissez la position, en fait, a été un accélérateur pour les Européens de se dire, finalement, le grand frère américain sur lequel tout le monde comptait depuis tout le temps, on y viendra dans la troisième partie du sujet, peut-être qu'il pourrait nous lâcher. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est la menace. Et pour une boussole stratégique, ce qui est important, c'est pourquoi une défense? Ça sert à quoi? Et là, on fait une analyse de la menace. Or, on voit, et on le traitera probablement dans les passages suivants, 2 menaces. Nous avions face à l'Est tous nos amis, en particulier d'Europe de l'Est, qui, souvenons-nous, étaient occupés par l'Empire soviétique. J'emploie exprès ces termes, occupés par l'Empire soviétique. Ça les a profondément marqués. Et donc, ils regardaient tous à l'Est.
Et puis nous, Français, héritiers un peu de notre passé colonial et de nos liens avec l'Afrique, on regardait au sud. Et donc, on n'avait pas la même vision de la menace. Là, on commence à comprendre qu'il y a effectivement deux menaces et qu'il faut les prendre en compte. Et donc, la boussole stratégique, c'est ça. C'est regarder vers l'avant, regarder ce qui se passe aujourd'hui et, dans le domaine de la technologie, voir quels sont les enjeux futurs. Alors, on parlera bien sûr de l'avion, on parlera du char, mais le cyber, l'espace sont des espaces, si j'ose dire, dans lesquels les Européens ne peuvent pas regarder individuellement. Ils sont obligés de s'unir. Oui. Donc, c'est ce que je vois, un changement géostratégique avec la position américaine, une Et c'est évaluation de la nouveau. menace, oui, de la position à l'époque de M. Trump, bien sûr, l'évaluation de la menace et la perspective de regarder vers l'avant parce que le monde change beaucoup et il change beaucoup dans le monde de la défense également. Et donc, il faut qu'on le regarde ensemble parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Tout à fait. Et vous avez bien fait d'évoquer ces nouveaux domaines de confrontation, de contestation. Monsieur le député Galler, est-ce que vous avez un avis particulier sur ce sur quoi devrait aboutir la boussole stratégique? Voilà, d'abord, merci pour l'invitation et je suis toujours avec plaisir dans les cercles français car je sais dans le domaine de la défense européenne, la France exerce toujours un volontarisme et une activité qui est nécessaire. Et comme quelqu'un a dit avant, vous sentez quelquefois seul dans quelques crises. Mais je crois, et ça vient d'être dit par d'autres orateurs déjà, nous sommes ensemble dans une situation où il faut où il faut réaliser que personne ne peut échapper le destin. C'est un destin commun où nous sommes. La situation réelle dans le monde est telle qu'elle et ça nous adresse ensemble. Et on peut seulement trouver des solutions ensemble. Et la boussole stratégique, comme vient de dire le général, ça sert, j'espère, à vraiment arriver à une analyse commune. Et j'en suis sûr aussi, on ne peut pas être sûr qu'une menace du Sud n'a pas d'effet au reste de l'Union entière et ce qui se passe à l'Est, ça va nous toucher tous aussi. Donc, c'est quelque chose où on doit montrer cette solidarité et accepter les réalités telles quelles. Et vous avez dit, oui, vous avez raison, c'était M. Trump qui a accéléré cette pensée, mais c'était avant déjà Vladimir Poutine avec son agression contre l'Ukraine. C'était le début où on a renversé la tendance négative des budgets militaires. À partir de 2015, on a commencé à augmenter les budgets de défense. Et c'est bien, c'est nécessaire. Et on accepte cette réalité. Et je dirais, comme député européen, nous, au Parlement européen, nous avons, du début de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, vérifié et analysé la capacité et le potentiel de ce traité. Et au début, où il n'y avait pas cette confrontation ou ces menaces très visibles ou sensibles, où n'était pas le cas, on a déjà analysé, comme je dis, ce potentiel et on a estimé les coûts de non-Europe. Hein, combien ça coûte qu'on évite de coopérer. Et les budgets militaires ont été dépensés pendant des décennies, car on avait, avant la chute du mur, on avait toujours suffisamment d'argent. Et puis, la dividende de paix, ça a créé la première fois cette pression de reconsidérer comment dépenser mieux. Mais avec puis, il y avait la crise économique mondiale 2008, puis la crise de l'euro, la crise des dettes et tout ça a fait très clair qu'il fallait dépenser mieux, beaucoup mieux. Et on a commencé avec ces deux directives qui ont créé un marché intérieur pour les produits militaires.
mais il faut être réaliste. Les États membres ont toujours su comment éviter de faire ça. Il y a l'article 346 qui prévoit qu'on peut dire, oh, au cas où c'est très sensible, il faut utiliser seulement les propres moyens. Voilà. Avons-nous vraiment suffisamment d'argent pour ça? Et je regarde, c'est partout, hein, et c'est à nous, Européens, au Parlement, d'adresser cela à tous les gouvernements, à fournir mieux dans ce domaine. Et maintenant, avec toutes les initiatives qui ont été prises, il y a le budget maintenant, le FED, le Fonds européen de la défense, c'est l'objectif maintenant. Avant, on avait un tout petit projet au budget pour recherche-défense, et puis on avait l'action préparatoire de l'Union concernant la recherche en matière de défense, et puis le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense. C'était des différentes étapes. Maintenant, j'espère qu'on va vraiment embrasser, on peut dire ça, ce budget, et vraiment en profiter en réalisant qu'on peut ensemble arriver à beaucoup plus. Et que le budget qui a été malheureusement réduit aux projections initiales, c'était à 13 milliards. Et maintenant, nous sommes à un peu plus que 8, mais c'est plus que rien. Aussi, d'autres ont été réduites, comme la mobilité militaire et tout ça. Mais je crois que la réalité des menaces et ce qu'il faut faire va faire en sorte que la volonté et l'implémentation de tout ce potentiel sera réalisée. Merci, oui. Donc, vous comptez sur un effet accélérateur sous justement la pression du contexte international. Avec ce budget, effectivement, qui est une première pierre, 8 milliards, certains ont contesté effectivement le montant en disant c'est insuffisant, mais il faut voir que 8 milliards de FEDEF, comme il s'agit de programmes qui s'inscrivent en coopération, possède en lui-même un important effet de levier. Et comme voilà, nous sommes en plein débat sur l'autonomie stratégique, qui était notre deuxième thème, qui est déjà bien amorcé. Et je souhaiterais justement avoir l'avis de l'industriel et de Madame Nathalie Erard sur la question, et savoir quelles sont les attentes en fait des industriels par rapport à ces nouveaux instruments que sont la coopération structurée permanente, avec 46 projets en cours en ce moment, avec aussi donc cette première implémentation d'un fonds européen de défense. La parole est à vous. Merci pour cette invitation et bonsoir à toutes et tous. Et évidemment, quand on parle d'autonomie stratégique, l'industrie de défense est un lien absolument primordial qui intervient sur 3 domaines. Il y a une liberté d'appréciation, donc je donnerai l'exemple de l'information par réseau satellitaire, et on peut penser à ce que l'industrie spatiale a apporté au Kosovo pour permettre d'avoir des informations indépendantes, une liberté de décision quand le Météor a une supériorité par rapport à ses concurrents, il permet d'instaurer une no-fly zone, ou liberté d'action quand simplement un président de la République veut agir, il a évidemment besoin d'équipements industriels attachés. Face à ça, on est quand même dans une situation où on a des investissements qui sont faibles si on les compare aux États-Unis. Donc, si on prend les dépenses de recherche et celles d'acquisition, les États-Unis dépensent 4 fois ce que l'Union européenne, les 27 États et le Royaume-Uni dépensent. Donc, on voit bien qu'on a un gouffre entre les deux. Et avec ça, une offre et une demande très fragmentées. Je donnerai l'exemple des avions de combat. En étant chez Airbus, on a 3 avions de combat
en Europe, qu'on a vendu à 1500 exemplaires. Le F-16 a été vendu à 4500 et le F-35, sans compter l'annonce malheureuse de la Suisse aujourd'hui, à 3000, et y compris 8 pays européens. Donc, faut-il abandonner la partie? Non, parce que justement, les États-Unis et sans doute la Chine dans le futur auront des velléités de domination. L'Union européenne a une volonté d'autonomie stratégique. Donc, face à ça, il faut se poser la question de comment on construit l'outil technologique et industriel de défense pour répondre à ce besoin. Et ceci avec des partenariats. Il n'est pas évidemment question de fermer la porte aux partenariats, mais de permettre de contrôler certaines technologies clés qui nous permettront d'avoir ces libertés et cette autonomie. Alors, ça passe évidemment d'abord par, et vous en avez déjà parlé, la coordination de la demande des États. En fait, si on veut faire de la coopération, en tant qu'industriel, on a besoin d'efficacité. Et pour avoir cette efficacité, il faut une définition de programme structurant avec des spécifications communes. Donc dire que très en amont, il faut que les États se parlent sur leurs besoins. Et c'est pour ça qu'on salue et la boussole stratégique qui permet d'analyser les besoins qu'on peut avoir en termes de menaces, et la déclinaison en PESCO, en projets structurants. Ensuite, il faut éviter les duplications, parce qu'on l'a vu, on n'a pas le même volant d'investissement. Donc, du coup, il faut que les Européens arrêtent de se faire concurrence entre eux. Et sans doute consolider l'offre et la demande. Alors, le Fonds de défense européen, pour revenir précisément à votre question, il peut être très utile parce qu'effectivement, c'est un effet de levier sur la coopération. Donc, c'est un incitatif à la coopération entre les États. Et en plus, on a essayé de convaincre pour ça les institutions. À l'intérieur du fonds, on a bien précisé qu'il fallait des spécifications communes. Si on n'a pas de spécifications communes en tant qu'industriel, on n'a pas d'effet d'échelle. Donc, c'était pour nous un élément extrêmement important. Il peut vraiment changer les choses à long terme, même si on commence avec un budget un peu plus faible que ce qu'on espérait, à partir du moment où on va privilégier des programmes structurants. Parce qu'évidemment, il y a toujours une tension dans l'Union européenne entre un certain retour géographique, qui provoque un peu un saupoudrage des investissements face à l'investissement dans des programmes qui vont donner des capacités qui répondent à des besoins stratégiques. Et c'est pour ça que je me permets de vous interrompre parce que le temps court, mais je pense qu'effectivement, c'est toucher du doigt la façon dont structurer ces programmes de coopération. Et justement, j'aimerais bien pouvoir faire rebondir aussi les autres invités très rapidement parce que le temps file. Nous avons encore un thème à aborder sur ce qui se met en place avec le système de combat aérien du futur, le futur système de combat terrestre, le MGCS, et savoir si là on a une nouvelle forme plus adaptée justement de coopération qui nous permettra véritablement d'avoir cet effet structurant que l'on cherche. Je rappelle les programmes qui sont ouverts à la France, l'Allemagne, également à l'Espagne pour ce qui est du SCAF, mais qui pourrait être élargi aux autres partenaires européens à l'avenir. Qui veut rebondir sur ces grands programmes structurants en général, très rapidement? Je vais vous prendre à contre-pied, pas parler des avions, mais des chars, parce que c'est un sujet que je connais un petit peu. Ça fait à peu près 40 ans qu'on parle d'un char commun germano-français. Et effectivement, là, on a un sujet parce qu'on se doute bien que c'est une nécessité. Pour vous donner une échelle, quand le Leclerc a été prévu, il était prévu d'en avoir 1400 unités en France. Finalement, on en a eu 420 et aujourd'hui, on parle de 250. Donc, vous voyez bien l'échelle qui ne peut plus compter sur un seul pays. Mais là, on a un problème d'industriel. C'est qu'il y a 2 sociétés allemandes associées à une société française et il faut que ces sociétés s'entendent pour répartir. Donc le besoin, il est identifié, c'est clair.
Ensuite, il y a un problème industriel pour le SCAF, c'est un peu la même chose, hein. La grosse discussion qu'il y a eu pour le vote au Parlement allemand final, c'est des Mais problèmes voilà, d'entente entre les industriels. nous y sommes arrivés Voilà. quand même, puisque effectivement, il y a eu un accord, en tout cas sur le futur, sur le système d'avion du futur qui est intervenu, et un vote au Bundestag pour une première étape. C'est vrai que sur le MGCS, ce n'est pas encore résolu, et on sait, et je pense que notre intervenante précédente le sait, combien la coopération est difficile, délicate. C'est un art, et donc il ne faut pas douter, même si on passe par des hauts et des bas, comme le disait Clément Beaune tout à l'heure, c'est éminemment difficile, mais voilà, il faut vraiment avoir cette volonté pour aboutir. Et donc, je pense que si vous voulez rajouter un mot, monsieur le député, sinon nous allons passer peut-être à la suite du débat. Je vous laisse dire un mot. Très bref, oui, je suis tout à fait en faveur de réaliser ces deux grands projets et je suis conscient de quelques hésitations encore dans les structures allemandes, même s'il y avait un vote au Bundestag. Mais ma réponse est toujours, et j'ai dit ça pendant des années, s'il y a deux grands projets, il faut que chaque pays soit in the lead dans un des projets. Et il ne faut pas regarder un projet seul, isolé, et dire, mais là, les Français sont plus forts comme ça. Mais je dirais, voilà, si c'est comme ça, au char, ça sera les Allemands. Hein. Un peu simplifier l'approche, mais je crois que c'est toujours important qu'il y ait un équilibre, mais avec un but commun, avec une volonté commune de réaliser les deux projets et pas les discuter trop, en discuter et le laisser Oui, disparaître. et c'est le principe du best athlète, hein, c'est-à-dire d'avoir un pilote pour chaque projet bien identifié. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer au dernier thème qui est assez large, hein, qui recouvre à la fois les relations entre l'Union européenne et l'OTAN et finalement aborde aussi la question du déploiement opérationnel des forces, de nos opérations type Takuba et autres, et la place de l'Europe dans le monde. Et pour cela, je passe la parole au général. Et bien sûr, vous pourrez tous rebondir et nous conclurons donc dans un premier temps notre table ronde avant de passer la parole, bien sûr, à l'auditoire. Merci beaucoup. Alors sur ce sujet, je le disais, nous sommes héritiers, nous assumons notre histoire et nous avons des histoires très différentes. Et concernant l'OTAN, deux événements, se souvenir que l'armée allemande n'existe que parce qu'il y a eu l'OTAN. C'est l'OTAN qui a permis de recréer une armée allemande après la guerre. Il faut s'en souvenir. Donc pour les Allemands, l'OTAN, c'est essentiel, si j'ose dire. Le deuxième phénomène dont je parlais aussi, c'est nos amis qui regardaient à l'Est, qui ont été occupés par l'Empire soviétique, dont le premier réflexe, je le rappelle, historiquement, ça a été de rejoindre l'OTAN, avant de rejoindre l'Union européenne, parce qu'ils voulaient une protection face à l'Est. Et puis la France, qui a toujours sa position singulière, particulière, comme vous voulez, sur ce sujet-là, qui est à la fois un excellent allié de l'OTAN, mais qui veut aussi qu'on ait une autonomie. Donc, il faut se souvenir que les trois quarts des pays européens, je ne vais pas rentrer dans le détail, parler de la Finlande, etc., mais les pays européens sont otaniens aussi. Et donc, il faut trouver un équilibre entre ces deux positions, qui a toujours été très difficile. Il se trouve que dans une vie antérieure, je gérais la relation franco-européenne de l'Atlantique à l'Asie centrale. Donc, vous voyez, ça fait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Hein. Et lorsque je voyageais dans les pays européens, tous se méfiaient de la position française, sans exception, en disant oui, mais vous parlez de l'Europe, en fait, c'est parce que vous voulez détruire l'OTAN. C'était tous, ils disaient ça. Et moi, ma position a été que lorsque la France a décidé de revenir dans la structure intégrée de l'OTAN, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours été membre de l'OTAN, on n'était pas dans la structure intégrée, ces soupçons ont commencé petit à petit à s'éroder. Parce que la France, qui demande aux Européens, et je vais parler de l'OTAN d'ailleurs, de venir dans le Sahel, elle est présente également dans les battle groups des pays baltes. Et donc elle dit, vous voyez, on ne laisse pas tomber l'OTAN, on est avec vous, mais venez un peu avec nous. Et là, on en parle, je vais tout de suite passer
au sujet de la menace sud, parce que sur la menace est, on n'a pas trop de soucis à être tous unis, mais sur la menace sud et l'opération Takuba, qui incite un certain nombre de pays européens à venir. Alors tout le monde vous dit, c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, il n'y en a pas assez. Bah oui, mais aujourd'hui, vous avez les Estoniens et les Tchèques avec les Français qui forment, plus les Suédois, avec les Suédois avec lesquels on a été engagé déjà en Afrique il y a longtemps. Et alors un truc très intéressant, quand on est un peu spécialiste et qu'on regarde notre ligne, la NSPA, agence de l'OTAN, c'est elle qui va assurer le soutien de la force Takuba au Sahel. Alors moi, quand je lis ça, je me dis que, comme vous le savez, Barkhane va évoluer. Et je me dis, ça va beaucoup ressembler à du Canada Dry. Vous savez, ça ressemble à l'alcool, c'est pas de l'alcool, mais etc. C'est un Canada Dry de l'OTAN. C'est-à-dire que les pays de l'OTAN vont pouvoir s'engager de façon européenne dans une coalition et être soutenus par l'OTAN. Et je pense que là, on va créer, moi je suis beaucoup, pardonnez-moi d'utiliser un terme anglais, je suis beaucoup pour le bottom-up. On va créer une culture commune sur les théâtres. Lorsque les forces spéciales tchèques sur le terrain vont faire quotidiennement leur compte rendu à Prague de ce qui se passe sur le terrain, eh bien là, à Prague, on va commencer à acquérir une culture du combat en commun. Et donc ça va s'adresser parce qu'il y a beaucoup de pays européens aujourd'hui qui se sont enregistrés pour les 2 années à venir. Il y a ceux aujourd'hui, ceux en 2022, etc., etc. Et ceux qui ne sont pas engagés dans les forces de combat, je pense par exemple à nos amis allemands, en logistique sont présents. Et les Américains, eh bien, ils sont très présents. Le président en a beaucoup parlé avant le sommet du G7, par les satellites, par les drones, par les avions, par la logistique. Donc on voit que, d'une certaine façon, ce combat autant UE, au passage, vous avez raison de le souligner, grâce aux menaces à partir de 2015, mais aussi grâce aux menaces du président Trump, ont fait que maintenant les Européens commencent à regarder ensemble un peu dans la même direction face à la menace à l'Est et face à la menace au Sud, et se crée une capacité de combattre de la même façon. Et pas très loin d'ici, dans le 15e, à l'école militaire, avec lequel je vais assez souvent, à l'école militaire, vous voyez le nombre d'Européens qui sont présents à l'école militaire, c'est très impressionnant. Voilà, donc je pense qu'on est enfin en train de regarder devant. De créer cette culture commune, cette culture justement que l'on met en partage plus particulièrement sur les théâtres d'opération et que viennent chercher nos partenaires européens. On pourrait dire que les Tchèques viennent parce qu'ils sont intéressés à aussi apprendre de cette expérience au Sahel. On peut dire que les Estoniens, qui sont peu nombreux, mais sont là en soutien parce que effectivement la France est engagée aux côtés de l'OTAN dans l'opération réassurance. La Roumanie vient de rejoindre. Donc, quelque chose est en train de se passer, effectivement. Moi, j'aimerais vous faire tous rebondir sur ces sujets-là, peut-être un peu plus aussi détailler les menaces qui pèsent. On n'en a pas beaucoup parlé sur nous, mais on peut dire que, par exemple, la Grèce se retrouve à portée de missiles balistiques venant de l'Iran, missiles balistiques dont les têtes pourraient être conventionnelles, mais les têtes pourraient être aussi des têtes nucléaires. Donc, on n'a pas abordé cette question de la dissuasion nucléaire. Peut-être tout d'abord, je voulais repasser la parole à Nathalie Erard sur la question aussi qui intéresse beaucoup de monde, je sais, cyber et espace, de ces menaces. Est-ce que, du point de vue de l'industriel, vous notez qu'il y a vraiment un accent, un effort qui est mis dans ces domaines-là? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je pense que une réponse rapide, c'est oui, même si il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être faits sur tous les sujets du haut d'ailleurs. Donc, l'espace défense, aéronautique civile et aéronautique militaire, cybersécurité, lien avec le numérique. Ce sont des sujets qui peuvent paraître connexes par rapport à la défense, mais en fait qui, à notre avis, vont être complètement stratégiques pour les innovations technologiques futures. Merci. Alors moi, j'ai toujours aussi une grande
sur comment nous allons contrer la guerre informationnelle. Mais je cède la parole peut-être à monsieur le député et ensuite à Sylvie pour commenter justement sur tous ces enjeux stratégiques. Voilà, vous avez juste parlé des aspects cyber et ça. Aujourd'hui, dans la Bild-Zeitung, il y avait une grande attaque hacker de Russie. Ils ont attaqué en Allemagne les derniers 3 jours des infrastructures critiques et aussi le secteur bancaire. Grande attaque de la Russie, probablement comme revanche contre les sanctions qui ont été prévues récemment. Donc, ce sont tous les aspects qui sont importants. Et bien sûr, dans ce domaine cyber, c'est la Chine aussi, probablement de plus en plus, car la Chine devient plus fort, aussi plutôt plus faible, mais avec ses réactions encore. Et je crois que vraiment, là-dessus, ça nécessite évidemment des réponses communes, soit au cadre européen, mais aussi au cadre de l'OTAN. Il faut il faut utiliser ce que nous avons à notre disposition afin d'adresser ces menaces et en même temps, dans le domaine civil, créer on appelle ça résilience, je crois, c'est le mot, afin que nos citoyens aussi soient conscients de ces menaces, car ce n'est pas visible dans ce domaine de cyber. Seulement si un jour le compte bancaire ne marche plus à cause d'une attaque cyber de n'importe où. Donc, je crois... il faudra sensibiliser toutes les générations à ce type de menaces. Et voilà, ça fait part de nos efforts communs. Au Parlement européen et dans les parlements nationaux. Il y a aussi d'autres types de menaces. On n'a pas parlé de la région Indo-Pacifique, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, cet ensemble européen et avec notre allié américain ou l'OTAN, mais je pense plutôt à l'allié américain, avec nos partenaires, soit en Australie ou indiens, que l'on va pouvoir essayer de contenir un peu cette emprise qu'essaye d'imposer la Chine sur le contrôle des routes de navigation qui sont stratégiques pour l'ensemble de la planète. Et je crois que ça, c'est un combat commun pour garantir la liberté de navigation. Mais je passe la parole à Sylvie sur ces thèmes et l'Europe dans le monde plus largement. Oui, merci. Alors, très rapidement, une petite remarque sur la menace. Moi, j'ai été assez surprise il y a 2-3 semaines. C'est le German Marshall Fund, me semble-t-il, qui a fait une grande enquête qu'il réitère assez souvent, où il questionne les Européens, ou les membres de l'OTAN d'ailleurs, au-delà des Européens, sur quelles sont les menaces que voyait poindre. Donc, le citoyen lambda, hein, pas des spécialistes, pas des politiques. Et ce qui est ressorti au niveau européen, alors que jusque-là, les cartes étaient quand même assez divisées entre ceux qui craignaient la menace russe, ceux qui étaient plus portés sur la menace sud et Méditerranée, il est ressorti que ce que craignent aujourd'hui le plus, après 1 an de pandémie, les Européens, c'est le changement climatique. Et il y a l'impression que ce changement climatique s'accélère et qu'il est temps de lutter. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas du tout sur une menace défense. Et quelque part, je crois que la boussole stratégique élargit aussi le débat, avec le risque que ce débat se dilue, et donne la possibilité, dans son aspect résilience, par exemple, donne la possibilité pour les Européens de se questionner au-delà des seules menaces militaires, parce que je crois que c'est une attente des Européens malgré tout. Sur deuxième petite remarque sur la question de l'OTAN. Je suis assez d'accord avec le général sur le fait qu'une culture stratégique est en train de se construire et qu'elle n'est plus, elle a très longtemps été plutôt
autant qu'européenne. Aujourd'hui, il y a une porosité qui s'instaure et qui fait que la culture stratégique, autant en opération, est en train de diffuser aussi et de servir l'Europe de la défense. Simplement, on est quand même dans un domaine où la ligne rouge est assez mouvante en fonction de ce qui se passe aux États-Unis et de qui est au pouvoir aux États-Unis. On l'a vu avec Donald Trump, qui n'en avait absolument rien à faire des initiatives européennes et qui voulait surtout pas que ça, enfin, qui voulait que ça avance en la matière. C'est-à-dire que les Européens dépensent, mais il voulait que les Européens dépensent pour acheter d'abord des armements américains avant de penser des programmes européens et des programmes communs. Donc les choses étaient très très claires. Je crois que l'administration Biden est beaucoup plus ouverte aux initiatives européennes parce qu'elle comprend bien que ce pilier européen peut renforcer l'OTAN et qu'en plus il pousse les Européens à dépenser plus dans le domaine de la défense depuis un certain nombre d'années. Somme toute, reste à voir, reste pas à voir. On a déjà vu leur prudence vis-à-vis d'un fonds européen de la défense dont ils seraient exclus ou d'initiatives européennes dont ils seraient exclus, qui conduiraient à produire des équipements de défense européens qu'achèteraient les Européens, en fait, qui n'iraient plus s'approvisionner aux États-Unis. Donc on voit qu'on est sur un sujet extrêmement sensible où les intérêts américains peuvent être favorables aux initiatives européennes ou à l'inverse, tenter par tous les moyens de freiner les initiatives européennes. Moi, j'oublie pas, et je crois qu'on n'oubliera jamais, le courrier qu'avait reçu, je crois que c'était déjà Madame von der Leyen il y a quelques mois, extrêmement virulent et nous traitant comme des mauvais élèves d'une classe d'école, quand même. Sous l'ère Trump encore, puisque aujourd'hui, effectivement, on croit beaucoup, on espère beaucoup dans le renouvellement du dialogue atlantique. Mais effectivement, vous avez raison, il faut garder cette certaine prudence. Et de toute façon, si l'Europe veut maîtriser son destin, c'est à elle que ça appartient d'en décider. Général. Oui, je voulais intervenir juste sur 2 points, parce qu'on parle, parce que c'est encore notre histoire qui parle, du front de l'Est, du front de Sud, du front... mais dans le cyber, où est le front? Il n'y a plus de front. Je veux dire, c'est partout. La pandémie, où est le front? Ensuite, simplement pour rebondir sur le dernier point à propos des équipements, le SCAF, c'est 20, 25 ans, 30 ans. Et donc... si vous voulez, combien il y aura d'administrations américaines entre-temps? Et quelle sera la bascule dans 4 ans? Ou pas? Ou dans 8 ans? Ou pas? Ou chez nous, d'ailleurs. Donc, tous ces éléments sont extrêmement structurants sur le fait que lorsqu'on a lancé une boussole, qu'on est parti vers l'avant, on a un mouvement sur lequel il faut se maintenir. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a plus l'administration Trump et l'administration Biden que d'un seul coup, on va se dire ils vont être gentils avec nous. Il n'y a qu'à voir le dernière annonce qui a été faite sur le F-35 en Suisse. Ce n'est pas un hasard, je veux dire. Donc, si vous voulez, il faut être extrêmement réaliste. Et je crois quand on est réaliste, on est respecté. Et quand on reste fort, on est respecté. Et à ce moment-là, le dialogue peut s'instaurer et non pas avoir des courriers, comme vous venez de les citer, parce qu'on est fort. Et on va parler. Une petite anecdote, juste une anecdote. 2002-2004, j'étais à New York, au moment de la guerre en Irak. Je peux vous dire qu'être membre de la mission française à l'époque, c'était un vrai sport. Et 2006, je suis reparti en 2004, 2006, je reviens aux États-Unis. Et là, tous les Américains viennent me voir et me dire « vous aviez raison ». Et je leur dis, mais nous sommes des vrais amis. On a pu vous dire ça parce qu'on est des vrais amis et que vous faisiez une grosse connerie. Maintenant, vous le mesurez, ça aurait été mieux de le faire avant. Et vous avez raison, Général, de nous rappeler au temps long. Il faut toujours avoir cette perspective, effectivement, d'un temps long dans ces questions stratégiques. Mais je crois que, et pour conclure ce tour de table, puisque nous allons passer maintenant aux questions de la salle et sur Internet, effectivement, il faut vraiment se poser la question à l'avenir, est-ce qu'on veut que l'Europe soit un soft power ou soit une Europe puissante? C'est cette question-là qui se pose.
pose et qui se posera de plus en plus aux nouvelles générations. Parce que s'il n'y a pas d'Europe puissance, on risque aussi de se retrouver pris au piège entre des superpuissances, les États-Unis, la Chine d'un côté. Nous risquons le découplage aussi stratégique entre les technologies où il faudra se dépendre de l'un ou de l'autre. Et je pense que voilà, pour conclure, dans ces grands équilibres qui sont tout à fait bouleversés en ce moment, effectivement, comme vous l'avez dit en ouverture, Sylvie Matelli, pacifier, c'est défendre. Donc, il ne faut pas être naïf, mais aussi, il faut être bien conscient qu'il en va de la défense de nos valeurs. Les valeurs, bien sûr, de nos démocraties occidentales et en particulier les valeurs des démocraties européennes qui sont, je dirais, assez singulières et assez fortes pour que on puisse les porter partout très fièrement et que cela, adossé à notre autonomie stratégique, nous permette de tenir tout notre rang de puissance dans le monde. Merci en tout cas à mes invités et qui vont répondre à vos questions. Et je passe sans plus tarder la parole à la salle. Y a-t-il une main qui se lève? Et sinon, je vais prendre les questions sur Internet. Pas de courageux. Voilà, s'il vous plaît. Oui, bonjour, merci pour cette conférence. Alors justement, le cyber a été mentionné un certain nombre de fois et je voulais notamment savoir au niveau des moyens, des plans, on va dire, qui sont envisagés, si il y a une connexion donc au niveau européen avec la défense et est-ce que les milieux du cyber et les milieux de la défense plus traditionnelle coopèrent entre eux ou s'il est prévu de renforcer également à l'avenir cette coopération. Je vous remercie. Merci. Comme vous le savez, les armées françaises ont mis en place un commandement cyber, premier point, donc pris en compte par les armées françaises, mise en place d'un certain nombre de détachements qui sont venus, et l'OTAN, justement, c'est intéressant, l'OTAN a décrété que le commandement cyber armé par la France était un pôle d'excellence pour l'OTAN. Ensuite, dans le cyber également, vous avez dans les pays baltes, alors pardonnez-moi, je ne me souviens plus si c'est à Tallinn, il y a un centre également depuis assez longtemps, depuis plusieurs années, et qui est assez remarquable. Donc, on travaille, on commence à beaucoup travailler ensemble sur ce sujet-là, parce que, comme je le dis, il n'y a pas de front. Donc, il faut absolument coordonner les efforts sur ce sujet. Pour moi, la question se pose toujours car une cyberattaque peut être en même temps dirigée contre une installation militaire, civile, privée, même donc de l'industrie ou bancaire, n'importe quoi. Donc, un hôpital, toutes les infrastructures critiques. Mais je me demande comment coordonner cela autour des différents domaines. Ça c'est pour moi, je n'ai pas encore reçu une vraie réponse qui est enfin responsable de coordonner ça si c'est une telle attaque et en parallèle adressée contre tous les différents affaires des régions. J'ai peur, on en est aux prémices de la réflexion avec la communication de la Commission qui est sortie il y a quelques mois. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Très bien. Je passe maintenant à une question qui nous vient, qui a été posée sur Internet et qui concerne effectivement plutôt la gouvernance européenne.
et les freins institutionnels. On a plusieurs questions qui vont dans ce sens. Donc, est-ce que l'Europe de la défense passera nécessairement par une gouvernance européenne plus structurée, avec une plus grande délégation de prérogatives, hein? On sait que les questions de souveraineté restent à la main des États. Il s'agit d'une souveraineté nationale, ou est-ce qu'on va passer à l'échelle européenne? Et une autre question, effectivement, qui portait sur les freins à la construction d'une Europe de la défense, les freins qui subsistent aujourd'hui. Et je pense que ça pose effectivement les questions de gouvernance. Et peut-être faut-il envisager aussi des évolutions structurelles, des évolutions des institutions. D'abord, peut-être monsieur le député, ensuite madame Matteli. Voilà, je crois, concernant la gouvernance, il y a encore un grand potentiel d'améliorer cela à Bruxelles dans les institutions là. Je crois, bien sûr, la première question qui est normalement posée est qui décide s'il y a guerre ou paix, hein. Si on va en guerre dans une mission militaire, je crois aussi la manière comment prendre une décision, je crois ça reste aussi à l'avenir. Si cette question est posée, si on participe dans une mission militaire, ça ne peut pas être décidé par n'importe quelle majorité contre un État membre qui ne le souhaite pas. Donc ça, c'est clair. Je crois, de notre côté, il faut vraiment réaliser une abstention constructive. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas participer, qu'il ne bloque pas les autres. Et en plus, si je me permets d'avoir une petite vision, à mon avis, avant de parler d'une armée européenne qui a toujours ce soupçon, ça va abolir nos armées nationaux. Et ça je ne vois pas ça arriver. Mais pour moi, afin d'être plus capable de réagir, à mon avis, il fallait créer quelque chose, une force européenne volontaire qui est composé des volontaires de nos citoyens, hein. Et on avait, il y a 20 ans, une perspective de 60 000 qui n'ont pas jamais été réalisées. Mais si ça serait possible d'avoir, par exemple, une telle force de 100 000 en stand-by, hein, donc toujours là, qui traîne ensemble, qui est formé ensemble et qui est sous un commande européen au moment où les États membres ont décidé de les utiliser. Car pour le moment, s'il y a une décision, on fait quelque chose, le pauvre Monsieur Borrell, à ce stade, doit demander à chaque État membre et qui va fournir quoi, combien peux-je avoir pour ce qu'on a décidé à l'unanimité. J'aimerais être dans une situation où on décide à l'unanimité ou abstention positive, ou comment dirais-je, et puis il a à sa disposition cette force. Ça serait mon idée, car chacun et le financement sera fait aussi ensemble et pas seulement par ceux qui participent. Ça serait qui est le cas pour le moment. Et ça serait ma vision. Nous ne sommes vraiment pas là, mais je crois qu'il faut discuter vers une telle direction afin de vraiment réaliser une capacité pour les besoins que nous aurons sans doute, soit au Balkan, soit au nord de l'Afrique, soit n'importe où. Peut-être, je vais commencer par un petit rappel historique. Le projet de Communauté européenne de la défense dans les années 50, c'est un projet de défense commune, avec une armée commune, un ministère de la défense qui aurait été européen. Et au fond, qui a bloqué? Ce sont les Français. Et donc, c'est un début de réponse. Et donc, c'est un début de réponse à la question des freins, parce qu'au fond,
pour avancer dans le domaine de la défense, il faut un leadership, ça a déjà été dit. Et je crois que la prise en main de ces sujets par la Commission est un début de réponse à cette question, même si ça reste la Commission, donc une institution européenne avec toutes les faiblesses que ça peut représenter. Il faut également, ça aussi on l'a dit, avoir des intérêts communs, identifier des menaces communes pour accepter d'investir en commun. Et puis, il faut un élément extrêmement important et qui se construit pas à pas, mais dont on s'aperçoit que c'est quand même long, difficile et extrêmement fragile, c'est la confiance. C'est que si les pays d'Europe centrale et orientale, comme on le disait tout à l'heure, se sont précipités pour entrer dans l'OTAN, c'est pour avoir la protection des États-Unis, de pouvoir bénéficier de l'article 5 et au-delà de l'article 5, du financement de leur sécurité et de leur défense par les États-Unis en réalité. C'est bien ce qui se passe, c'est bien ce qui se passe à l'OTAN. Même si aujourd'hui on a au niveau européen une clause de solidarité, je ne suis pas sûre qu'on soit totalement en confiance les uns envers les autres au point d'accepter de renoncer à une partie de notre défense. On y va, on va dans cette direction parce que je crois que c'est une idée qui est extrêmement populaire auprès des populations, auprès des citoyens européens, qui trouvent que ce serait quand même formidable d'avoir même l'armée européenne est quelque chose qui ne choque pas. Au contraire, c'est quelque chose qui fédère les Européens et c'est peut-être les politiques qui se confrontaient à un principe, les politiques et puis les ministères de la Défense ou les décideurs en la matière, qui confrontés à un principe de réalité, sont obligés de construire quelque chose qui va pas tout à fait dans cette direction, parce qu'encore une fois, on n'a pas du tout on n'a pas tout à fait la même culture, on n'identifie pas tout à fait les mêmes menaces, on n'a pas les mêmes intérêts et on n'est pas prêt à investir les mêmes montants. Je crois qu'au fond, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'au fond, l'OTAN, qu'on le veuille ou non, a pendant longtemps constitué un véritable handicap à ça, parce que c'était facile, on était protégé au prix, à un prix payé par d'autres. Aujourd'hui, avec Trump, les choses ont changé parce qu'on s'est rendu compte que les États-Unis, rien ne les oblige à rester ad vitam aeternam, à assurer ad vitam aeternam cette sécurité européenne. Et donc, c'est un moteur très fort, et ça a été dit. Mais c'est quand même assez extraordinaire qu'on ait besoin de ce moteur-là, de cette crainte-là pour avancer. Voilà, mais il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Un mot général et avant une autre question. Oui, juste un mot, monsieur le député. Méfiez-vous de vos rêves, ils pourraient se réaliser. Mais ça reste un rêve. Permettez-moi de vous dire que sur le plan, on a une armée mondiale, européenne, qui était extrêmement efficace, c'est la Légion étrangère. C'est un gag, ce que je vous dis. Mais je peux vous garantir que sur le terrain, mettre des soldats de nationalités différentes et l'OTAN qui travaille depuis longtemps ensemble, l'OTAN en Afghanistan, c'était quoi? C'était une zone allemande, une zone française, une zone anglaise. Et avec un état-major qui essayait à peu près de coordonner ça. Mais on est quand même très très loin avant d'avoir les citoyens qui rêvent de ça, qu'ils s'engagent dans l'armée pour commencer. Et généralement, ils y rêvent parce qu'ils ne vont pas sur le terrain, comme sont nos soldats actuellement. Ils sont dans le rêve. Mais il faut continuer à rêver si on veut qu'un jour les choses se déroulent. Mais je crois qu'on n'y est vraiment pas. Pour en revenir à la question des institutions, effectivement, si on appliquait déjà l'intégralité du traité de l'Union européenne, nous avons des articles, bien sûr, l'article 47 pour la défense collective, mais aussi l'article 44 qui prévoit que l'Union européenne pourrait mandater les États willing and capable. On tombe toujours sur cette même définition, donc ce n'est pas forcément inclusif. Pour cela, ça veut dire qu'effectivement, il faut des abstentions positives, constructives de la part des autres, mais c'est-à-dire que les pays qui sont d'accord pour travailler ensemble et pour former une coalition, eh bien, dans les instruments de l'Union européenne, eh bien, nous devrions avoir cette capacité d'opérationnaliser cet article 44. Je crois qu'il y a une question dans la salle. Voilà. Merci Monsieur, beaucoup. je vous en prie, m'entendez? c'est à vous. Bon, je m'appelle Marc Mémier, je travaille au ministère des Armées sur les questions africaines et sahéliennes en particulier. Et merci pour cette invitation et ce séminaire très intéressant. Je voulais revenir sur la question sahélienne et Takuba avec peut-être 2 ou 3 remarques et une question. J'étais tout à fait en phase avec ce qu'a dit le général Trinquant sur l'approche bottom-up, que finalement cette construction européenne se ferait par le bas en partageant des expériences de combat. Et les retours qu'on a des Estoniens, des Tchèques à ce niveau sont très, très encourageants.
Donc voilà, et on peut rajouter également les Roumains, les Norvégiens qui nous rejoignent. Donc voilà, c'est quelque chose qui monte en puissance. Il faut aussi parler de ce que fait la mission EUTM, donc avec ses défauts, mais là il y a un nouveau mandat qui prévoit d'aller au plus près du terrain, comme l'avait dit le SEMA, et puis de se régionaliser, c'est-à-dire étendre au Burkina et au Niger. D'autres instruments financiers comme la FEP également qui arrivent de l'Union européenne qui vont permettre des choses qui n'étaient pas permises avant, comme de fournir du matériel létal aux armées, au FAMA, mais aux armées sahéliennes, on l'espère plus généralement. Et j'en viens à ma question sur le sujet. Quel est le ciment, à votre avis, de ce que peut réunir les États européens dans leur engagement au Sahel et en Afrique en général? On voit qu'en fait, il y a peut-être deux dénominateurs communs, en tout cas quand ils s'expriment officiellement, que sont la lutte contre le terrorisme et l'immigration. Au-delà de ça, on voit qu'il y a des intérêts très particuliers et parfois très concrets, comme certains partenaires qui nous disent pour nous, c'est aussi une expérience de combat qu'on acquiert de façon très pratique. Hein. Voilà. Donc, en fait, je voudrais savoir, à votre sens, quels sont ces grands dénominateurs communs qu'on pourrait avoir dans les interventions extérieures en Afrique? Oui, alors avant de céder la parole au général Trinquant, je dirais qu'effectivement, on a une vraie dynamique déjà d'engagement complémentaire et de complémentarité plutôt entre l'Allemagne et la France. Il ne faut pas oublier effectivement la forte présence du contingent allemand, alors soit dans la MINUSMA, soit dans cette force d'entraînement UTM que vous avez mentionnée. Et avec la facilité européenne de paix, on va pouvoir en plus équiper ces forces, les forces sahéliennes que l'on entraîne, parce qu'on veut que ce soit elles qui prennent le relais, hein, c'est bien ça le but, et on va pouvoir les entraîner de bout en bout. Et il y a cette continuité qui est très importante entre l'Allemagne et la France, puisque l'Allemagne va faire l'entraînement, on va pouvoir les équiper et on va pouvoir poursuivre, la France va pouvoir poursuivre ce travail aussi à travers Takuba et d'un point de vue beaucoup plus opérationnel. Et donc, il y a quelque chose, je dirais, de coordonné qui se met véritablement en place entre l'Allemagne et la France et les autres pays, bien sûr, partenaires. Et ça me tenait à cœur de le dire, puisqu'effectivement, je suis membre de l'Assemblée parlementaire franco-allemande et je pilote des réflexions justement sur les questions défense et politique étrangère. Et je dois dire que nous n'avons pas de peine à discuter du Sahel et de la façon de travailler ensemble avec nos homologues allemands, en général. Oui, non, juste 2 points pour répondre directement à votre question. Le premier, pour les armées, travailler ensemble, c'est la seule façon de progresser. Et donc, Takuba, c'est une de ces façons-là. Donc, je reviens au bottom-up, ça, il n'y a pas de changement. En revanche, pour le reste, plus globalement, c'est la perception de la menace. Et la menace, elle est multiple. Elle est migration, elle est terrorisme. Et ça, je crois que les Européens le comprennent beaucoup plus. Et vous parliez tout à l'heure du Fonds européen de paix, mais aussi par les investissements bilatéraux qui sont mis. Moi, ça m'a frappé, je vais très souvent en Afrique. Il y a 7 ou 8 ans, je ne voyais pas l'Allemagne au Niger. Aujourd'hui, elle est présente tout le temps au Niger. Et par les investissements en particulier, parce qu'il faut bien se rendre compte que si on n'investit pas dans ces pays-là, eh bien la jeunesse, 60% moins de 25 ans là-bas, au lieu, comme ils n'auront pas de travail, on leur donne une Kalachnikov et $100 et une moto, et l'affaire est partie. Donc je pense que c'est tous ces aspects-là ensemble qui doivent diminuer cette menace en procurant essentiellement du développement. En fait, la réponse, ce n'est pas de l'armement, c'est du développement pour empêcher qu'ils prennent de l'armement, pour Voilà. devenir des terroristes. Travailler à stabiliser ces pays et en même temps œuvrer au retour des États, parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est qu'à chaque fois, on retrouve une administration et on retrouve une école qui ouvre et que les populations ne soient pas obligées de se déplacer et quitter leur village sous la menace terroriste. Je passe à nouveau la parole dans la salle puisque nous avons une nouvelle question. Bonsoir à tous. En fait, j'avais une question par rapport à l'avion du futur. En fait, je voulais savoir si, par exemple, tout ce qui était armes et aussi motorisation et ainsi qu'instruments de bord, tout ça a été, est-ce qu'il y a par exemple, comment expliquer,
des alliances, par exemple, entre pays pour fabriquer notamment les différentes parties de l'avion en Europe, ou alors c'est dans... Enfin, est-ce que c'est seulement en Europe ou alors c'est effectivement aussi dans Alors, d'autres pays? tout à fait. Et moi, j'ai déjà la réponse. Si ça vous, je peux répondre à moins que vous teniez. Mais effectivement, le programme du futur avion de combat est partagé entre plusieurs piliers. Et il y a un pilier qui correspond à l'avion, si vous voulez, en lui-même, qui est sous la maîtrise d'œuvre de Dassault. Et il y a un pilier qui, correspond à une partie drone et autres. Et on va laisser Nathalie Erard prendre le relais et vous dire aussi qu'il y a une participation donc côté français, allemand et espagnol. Nathalie, je vous laisse. Oui, effectivement, vous avez raison. La principale caractéristique du système de combat, c'est que c'est un système de combat. Donc, on n'a pas qu'une partie avion, on a aussi une partie numérique extrêmement importante. Et c'est le multi-domaine combat cloud qui va être absolument critique. Parce que contrairement aux avions passés qui sont sur l'appareil, on aura un vrai système d'information avec des drones, avec des satellites et avec un système cloud extrêmement important. D'où ma remarque de tout à l'heure sur le fait que la défense doit faire aussi des liens avec la dualité numérique, parce que de plus en plus, on va avoir des interconnexions entre l'avion au sens propre et les systèmes informatiques associés. Merci, merci. C'est un système connecté. Je crois qu'il y a encore une question dans la salle, mais je vais prendre une question aussi sur Internet d'abord, qui concernait la Turquie. On nous pose cette question que la Turquie, ben, c'est un partenaire dans l'OTAN, mais que penser des récentes confrontations qui ont eu lieu en Méditerranée orientale, monsieur le député? Voilà, sur cette question, nous étions tout à fait solidaires avec nos membres Grèce et Chypre. D'un côté, donc il n'y a pas de souci vis-à-vis ces deux partenaires. Et la Turquie n'a pas le droit d'unilatéralement se comporter de telle manière comme ils ont fait avec ces bateaux de chercher de gaz et pétrole là, dans cette zone qui est contestée par le Chypre. Well, il ne reconnaît pas la Chypre, c'est le problème turc, et aussi pas les frontières et la zone économique exclusive de la Grèce. Il faut que ma recommandation aux deux est la suivante: aller à la Cour internationale afin de faire une règle. Si vous ne pouvez vous mettre en accord entre vous deux, allez à la Haye dans cette question. On garde cette Oui, suggestion. j'ai juste un point. De même qu'on parle des États-Unis, de Trump et de Biden, il faudrait parler de la Turquie d'Erdogan. Je rappelle que c'est toujours une démocratie, la Turquie. Il va y avoir des élections. Et la Turquie, M. Erdogan, qui a été réélu et réélu sur un programme économique très flamboyant, n'a plus ce programme économique flamboyant. Et donc, attendons de voir ce que deviendra la Turquie. Mais la Turquie, ça n'est pas Erdogan. Oui. C'est une vision de la Turquie. Ce n'est pas la seule vision de la Turquie. Je suis d'accord. Il a un peu plus que 50% dans les élections. Et s'il n'est plus là, ce système, aussi la démocratisation, ce que nous avons vu à l'intérieur et tout ça, ça ne va pas survivre. Je suis optimiste que la Turquie va se renouveler dans le sens démocratique après Erdogan, mais pas avec lui, malheureusement. Eh bien, nous l'espérons. Maintenant, dernière question dans la salle. Je vois monsieur qui lève la main. Alors, les deux dernières questions, madame. Alors, trois dernières questions. Soyez bref, s'il vous plaît. Bonjour. Et on les prend ensemble, l'une après l'autre. Bonjour, merci beaucoup, Anne-Cécile Legrain de l'Institut Montaigne. Alors aujourd'hui, fin de la présidence portugaise de l'UE, début de la présidence slovène de l'UE. Est-ce que vous identifiez, vous, des avancées en matière de défense côté portugais? Qu'est-ce que vous verriez du côté slovène? Et quelle inspiration peut-être pour la France qui va suivre en janvier 2022? Merci.
Prochaine question, oui, monsieur. Oui, bonjour à tous, Thomas Drevet, je suis directeur commercial d'une société de cosmétiques, donc un peu différent. Je suis venu ce soir parce qu'il y a 20 ans, je passais mon bac, j'avais fait un... ça vous fait sourire. Il y a 20 ans, quand je passais mon bac, je faisais mon TPE sur l'intervention européenne en Bosnie, et donc la question de la défense européenne. Ça m'a un peu interpellé, donc je suis venu ce soir. Vous avez dit, donc 20 ans, c'est pas grand-chose, quand ça a commencé dans les années 50, et vous avez parlé d'un char qui mettait plus de 40 ans à se développer, qui ne l'est toujours pas. Donc ma question est la suivante. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en réaction plutôt qu'en anticipation. Quel est l'horizon de temps pour vous idéal sur l'accélération de la construction de l'Europe de la défense et l'horizon de temps que vous donneriez au développement de projets stratégiques, comme ce projet de char par exemple? J'ai l'impression que globalement, dans les différents blocs qui peuvent nous menacer aujourd'hui, il y a une accélération de la menace et des différents temps d'action qui nous menacent. Donc, quel serait l'horizon de temps que vous donneriez idéalement pour pouvoir construire cette Europe de la défense et les projets industriels qui y sont afférents? Merci. Merci. Et la dernière question, je crois, madame. Et bien sûr, nous prenons le temps de désinfecter le micro à chaque fois. Moi, ce n'est pas une question, mais vous devez certainement être tous au courant. C'est pour rebondir sur la question de la Turquie avec Erdogan. C'est qu'il est en train d'entreprendre, je pense, une démarche de suicide. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Canal Istanbul, qui coûte donc beaucoup, beaucoup d'argent. Et la réalisation est soi-disant lancée, mais en fait, c'est un pont qui est en train de se construire, mais qui va donc un dédoublement du Bosphore pour le passage donc des bateaux. Et c'est un gouffre financier qui va certainement être la fin de cette ère et qui correspondra certainement à vos souhaits. Il faudra que l'on en tire effectivement toutes les conséquences de cette affaire du creusement du canal. Bon, je vais laisser la parole à nos invités intervenants, peut-être pour répondre un peu. Et puis, je pourrais répondre sur la question de l'horizon temporel déjà. Mais ça, c'est la deuxième question. À la première question, générale. Alors, moi, je voulais répondre justement à la deuxième. Ça tombe bien, il y a 20 ans, vous prépariez Yougoslavie. Moi, j'étais en Yougoslavie, 93, 95, donc un peu plus de 20 ans. Et vous avez raison. À l'époque, moi, je me souviens très bien en Yougoslavie, on disait, en fait, le problème est arrivé. Tous ces pays ne souhaitaient qu'une chose, c'était rejoindre l'Union européenne. Tous ces pays, Croatie, Slovénie, alors 2 l'ont rejoint, mais Serbie, Bosnie, Monténégro. Et en fait, l'Union européenne n'était pas prête. Alors, pour revenir à votre perspective, la perspective, je pense que on l'a démontré, tout ceci progresse très lentement. Je suis d'accord avec vous. Ça progresse très lentement, mais ça progresse. Et donc, je ne suis pas capable de vous dire 20 ans, 40 ans. Il y a des choses qui vont progresser. On disait le Fonds européen de défense, il y a 5 ans, on n'en parlait pas. C'était même pas la peine d'en parler. Aujourd'hui, on en parle. Alors, on dit au lieu d'être 15 milliards, c'est 7 ou 8 milliards. Ben, c'est mieux que rien, comme vous le dites. Donc, tout ceci progresse lentement, au pas de la Légion, j'allais dire, mais ça progresse. Alors, je vais essayer de répondre à la si que je l'ai comprise. Qu'est-ce qui est en cours? Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la boussole stratégique et finalement cette volonté de se construire une sorte de livre blanc commun, livre blanc, c'est-à-dire identification de la menace, coordination des modes d'intervention, et puis partant de là, vous voulez la ficelle et vous pouvez initier une réflexion sur les capacités, comment, etc. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sous la présidence portugaise? Ils ont poursuivi tous les travaux autour de cette boussole stratégique. Et qu'est-ce qui va se passer sous la présidence française? Il y a cet objectif qui est fixé de clôturer ces échanges et ces débats, de sortir un document finalisé au mois de 2020. En pleine présidence française. Voilà, je ne sais pas si c'est assez, si vous souhaitiez plus de précision. En tout cas, merci. Et je dois dire que sur l'horizon temporel, c'est sûr que dans ces domaines-là, on vise
2030 et 2040 pour les équipements. Je pense que Madame Erard pourrait aussi le confirmer, que les équipes d'ingénieurs travaillent à préparer l'avenir et des équipements et des technologies qui seront disponibles en 2040. Un dernier mot rapide, Madame Erard, et ensuite ce sera la conclusion de Madame la députée Marie-Syllin. Je confirme, c'est effectivement des investissements à cycle long qui sont à 2040, mais je suis assez d'accord que ça va trop lentement. Ceci dit, c'est pas spécifique à la défense, même si la défense va un peu plus lentement que le reste encore, parce qu'on sait que c'est un sujet stratégique sensible, mais c'est un peu la faiblesse de l'Union européenne, en tout cas quand on est industriel et qu'on se heurte aux ruptures technologiques, aux révolutions technologiques qui vont très vite, à la montée des pays tiers, on a un sentiment de lenteur, et on a un sentiment aussi d'une Union européenne qui n'accélère que quand il y a une crise, en fait. C'est-à-dire sous une pression énorme, là, il y a un coup d'accélérateur énorme. C'est vrai qu'on agit souvent en réaction lorsqu'il y a une crise, mais la situation est assez brûlante dans le monde actuel et je pense qu'il y a une réelle prise de conscience. Je remercie nos intervenants. Je passe le mot de conclusion, le mot de la fin à Marie-Syllin. Merci beaucoup, chère Natalia. Non, très brièvement, je voudrais vraiment remercier tous nos intervenants et bien sûr notre brillante modératrice pour ces échanges absolument passionnants. C'est difficile de s'arrêter là, tellement le sujet est vaste et vraiment, vraiment très exaltant. Je retiens évidemment l'idée qu'il nous faut une Europe puissance. Il en va, comme tu l'as dit, chère Natalia, de nos valeurs, de nos démocraties européennes. N'attendons pas d'être face à des menaces géopolitiques pour avancer ensemble. Permettez-moi également de remercier toutes les équipes qui ont œuvré souvent dans l'ombre pour la préparation de ces très beaux débats. Je pense évidemment aux équipes de Confrontation Europe avec Thomas Dorget, Pierre Fouquet, je pense à l'équipe de Natalia avec Manuela, je pense aux équipes techniques qui sont ici avec nous, les équipes de l'ESCE, et puis permettez-moi de saluer aussi ma propre équipe, Thomas Barrault et Saba Radfar. Voilà, un grand merci à eux aussi. Bravo. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour d'autres débats et conférences autour de l'actualité européenne. Merci à tous et merci encore.